tout le monde, bienvenue encore dans cette série de vidéos que je fais portant sur la foi où je reçois différents invités qui racontent leur parcours et leurs expériences. Et aujourd'hui, je suis honorée d'avoir avec moi donc le frère Raïs Kibongué. Bonjour Raïs. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui, super. Donc, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter, s'il vous plaît, au public? Alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler, je me présente en général comme Raïs Kibonge, mais c'est bien ça, c'est Raïs Kibongué. Ça dépend toujours à qui je parle, parce que ça dépend. Et donc, en ce moment, je suis conseiller municipal à la ville de Sherbrooke et maire suppléant. Donc, j'ai étudié à Sherbrooke, je vis à Sherbrooke depuis comme plus qu'une dizaine, peut-être une quinzaine d'années. Et je suis honoré d'être ici aujourd'hui avec vous. Oui, mais merci beaucoup. C'est moi qui ai l'honneur de te recevoir. Donc, Raïs, moi, ce qui m'a beaucoup touchée par ton parcours, j'avais entendu parler de toi, comme je te l'ai dit, par ma soeur qui a travaillé avec toi en 2017. Oui. Lorsque tu t'es lancé pour être conseiller municipal. Exactement. Et je t'ai rencontré une fois. Je me dis, mais son équipe, c'est génial. Juste l'ambiance de un moment, je sais comment, mais il est cool, ce mec. Merci. Et après, 3 ans plus tard, j'ai appris que tu avais gagné, tu as réussi à devenir conseiller municipal. Et je me dis, mais waouh, de 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, finalement, il a réussi à atteindre son objectif. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce parcours? Qu'est-ce qui, d'abord, premièrement, t'a lancé à pouvoir partir dans cet angle politique? C'est parce que c'est beaucoup de choses qui se sont passées. Premièrement, moi, je me rappelle la première fois que j'ai dit à ma mère que j'allais aller en politique, elle a un peu paniqué. Là. Oui. Elle m'a posé la première question qu'elle m'a dit, c'est comme, est-ce que tu n'as pas peur de te faire tuer? Et je me suis dit non, parce qu'au Canada, c'est ça. Puis je dis non, tu sais, c'est un peu différent par rapport au Congo. Là, on a grandi, puis que c'était très rock'n'roll, puis qu'on a dû fuir. Donc, j'ai dit ici, je pense qu'il y a moyen de faire une différence en politique. Il y a beaucoup de défis, mais il y a beaucoup d'opportunités aussi. Et on peut apporter quelque chose de différent. Donc, en aidant les gens, mais en apportant une autre perspective aussi. Là. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer en politique, d'abord comme, on va dire, bénévole, puis après ça, apprendre un peu. Après ça, je suis parti étudier en politique publique. Et c'est ça qui a fait qu'en rencontrant beaucoup de personnes... À l'Université de Sherbrooke. À l'Université de Sherbrooke, exactement. Et c'est ça qui m'a poussé à me lancer en politique municipale. C'était un secteur que beaucoup de gens de l'école de politique mettaient de côté parce que on voyait des cours sur la politique internationale. Les gens disaient « Ah, moi, je veux travailler à l'ONU. » D'autres personnes « Ah, moi, je veux travailler à tel ministère et tout ça. » Et quand nos professeurs disaient « OK, mais qui veut travailler à la ville, au monde municipal, local? » On entendait des criquets. Là. Et moi, ce qui m'a poussé à aller en politique municipale, c'est de voir à quel point c'est un milieu de concrétisation. C'est quelque chose qui touche la vie de tous les jours, là. On parle des trottoirs, on parle des aqueducs, mais on parle des fêtes de quartier aussi, on parle du milieu de vie, on parle de logement. Donc, tout ça, de voir comment est-ce que tu influences la vie des gens au jour le jour et que tu peux apporter une nouvelle voie, là, c'est ça qui m'a poussé à me présenter. Avec beaucoup d'espoir et de foi la première fois. Là. Et la deuxième fois avec beaucoup plus comme de stratégie puis de compréhension. Est-ce que la première fois, quand tu t'es essayé, ça n'a pas fonctionné, est-ce que tu t'es dit, bon, au moins j'ai essayé, je vais me diriger vers un autre secteur, ou tout de suite tu as dit, non, moi je dois encore réessayer? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et 2022? Il y a eu une période de réflexion. Oui. Il y a eu une période de réflexion parce que ce qui m'a encouragé à me lancer en politique, c'est que j'avais participé déjà à des campagnes fédérales comme bénévole ou bien comme chef d'équipe. Et je me suis dit, bon, écoute, si je suis capable de faire ça au fédéral, de travailler puis de vraiment voir comment ça marche, au municipal, ça devrait être facile. Et je me rappelle que quand je suis arrivé avec mon équipe, on a mobilisé des gens, puis on a dit « Oh, vous allez voir, ça va être facile, ça ne devrait pas être compliqué. » Et comme on dit, il y a parfois la réalité, ça vient te frapper dans la face là, et te dire comme « Non, tu es jeune,
Tu as comme... Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 28, si je me rappelle. Attends, ça se peut-tu? Dans la fin vingtaine. C'est ça. Et le fait que tu te dis, tu as l'enthousiasme, tu te dis, je connais ça. Parce que quand on est jeune, on connaît, là. Tu sais, c'est facile, là. Je vais juste comme prendre 5 personnes, on va frapper aux portes, les gens vont voter pour nous, ça va être fini. Et à un moment, je me rappelle, on s'est assis avec mon équipe et on s'est regardé, on était comme... C'était plus dur qu'on pensait. C'était plus compliqué, là. Et là, on a décidé de dire, bon, regarde, on va essayer de ne pas finir dernier, mais on va se donner à fond. Et c'est ça qui a fait que les 2 dernières semaines, on a travaillé comme jamais. On était concentrés sur une chose seulement, là. Et cette chose-là, c'était comme de donner le meilleur de nous-mêmes, de concentrer le maximum de personnes. Et quand on a fini deuxième à juste 200 voix et que tout le monde nous disait « Waouh, vous avez fait un travail incroyable », parce que pour la petite histoire, la première fois que je me suis présenté, je me présentais contre une dame qui était comme un ténor sur place. Elle, ça faisait 19 ans qu'elle était là. Et quand tu es là pendant 19 ans en politique, c'est pas pour rien, là. C'est que tu as compris quelque chose, puis que les gens continuent à te... Et tout le monde nous disait « Ah, vous voulez pas attendre? Peut-être que si elle se représente pas et tout. » Mais nous, c'est ça, avec le même enthousiasme de la jeunesse, il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit le jeune bœuf n'a pas peur du tigre, parce que il n'a pas encore vu assez de ses amis qui se sont fait manger, là. Fait que nous, on y est allé, là. On dit, ah, c'est pas grave. Puis après ça, quand on est arrivé, on dit, ah, c'est pas facile. Finalement. Mais en gagnant, pas en gagnant, mais en arrivant si proche du but, ça nous a permis de nous donner confiance. Après ça, il y a eu une petite période de flottement. Là, on s'est demandé, OK, est-ce qu'on continue ou pas? Moi, je me suis un peu cherché. J'ai essayé d'aller trouver comme de l'emploi à Montréal. Ça marchait moins. Et c'était une période quand même de remise en question parce que je me rappelle que, c'est ça, début 2018 jusqu'à octobre 2018, je suis parti à Montréal pour essayer de voir si je pouvais trouver de l'emploi en politique. Oui. Et pendant 7 ou 8 mois, j'envoyais des CV et pas un seul ne répondait. C'est ça. Une fois, il y en a un qui m'a répondu et qui m'a dit il y a un de tes amis qui m'a demandé de te rappeler, là, donc passe l'entrevue, mais on ne sait pas, là. Mais finalement, ça n'a pas donné. Et c'était une période assez difficile. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute, je vais comme essayer encore plus fort. Donc, je me suis mis à envoyer des CV à travers tout le Québec. Là. Je voyais une offre d'emploi à Québec, je voyais une offre d'emploi à Sherbrooke. Il n'y avait pas de limite, la distance. Exactement, j'étais comme, je veux vraiment, là. Mais c'était une période très décourageante. Et comme on dit souvent, la vie tourne de manière spéciale. Oui. Après avoir essayé pendant des mois et des mois de trouver un emploi et de ne pas avoir eu des rappels, j'ai eu une semaine là où j'ai eu comme 3 appels dans 3 places différentes. Mais non. Et là, je me disais, OK, donc 8 mois, rien. Genre une centaine de CV, rien, une semaine, 3 CV qui rentrent, 3 demandes d'appel, 3 demandes d'interview. Là. Donc, j'ai dû organiser une journée folle parce que je devais comme faire une entrevue un lundi à Montréal. Le mardi suivant, je devais aller à Sherbrooke. J'avais pas d'auto. L'Amigo Express que je cherchais était plein. Le seul qui se trouvait là, il était à Magog. Donc, j'ai dû comme aller jusqu'à Magog. Je suis arrivé à Magog. J'ai appelé un taxi. Quand je lui ai dit qu'on allait à Sherbrooke, le taximan n'était pas content. Là. Il a dit, moi, je ne vais pas signer pour ça. On est parti. Ma carte de crédit était pleine à craquer. J'avais la chance, j'étais comme avec une fille qui était dans la même situation que moi. On s'était rencontrés dans l'Amigo qui nous déposait à Magog. Là. Puis elle était comme, écoute, on va partager le taxi. Donc, j'ai appelé la personne de l'entrevue en disant, comme, je suis dans un taxi, je pars de Magog, je vais arriver avec 5 minutes de retard, je m'excuse, il n'y a pas de problème, on t'attend. Je suis arrivé, j'ai fait l'entrevue. Et après ça, je devais courir, prendre un autre Amigo pour faire la dernière entrevue à Québec le soir. Québec, et même journée. Même journée, là. Et c'est pendant que j'étais dans un café à Québec en train de me préparer pour cette entrevue, la dernière entrevue, que je reçois l'appel qui me dit « Tu as passé l'entrevue de Sherbrooke, quand est-ce que tu peux commencer? Et là, je dis « Je peux commencer
bientôt, demain, lundi, si vous voulez. Là, je suis très motivé. Je suis vraiment content d'avoir ça. Et la personne me dit, prends ton temps. Tu vas commencer à distance, là. On sait que tu es à Montréal, donc prends ton temps de déménager. Et là, c'est ça. C'est comme... ça a été comme un moment quand même assez fort là, cette année-là. Ça m'a permis de commencer à travailler comme attaché politique au bureau de la députée de Sherbrooke. Merci. Ça a été très formateur et on était très proches. On travaillait avec beaucoup de dossiers des gens sur beaucoup de choses qui les touchaient, que ce soit l'aide sociale, l'immigration, l'aide aux familles, beaucoup de dossiers comme ça. Et ça a été comme un moment marquant quand même de mon parcours. Ouais, wow. Mais moi, ce que je retiens vraiment de tout ce que tu viens de me dire en ce moment, c'est premièrement la réflexion, prendre un moment de juste s'asseoir, se dire, OK, là, j'ai fait ça, 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 qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce que je me vois plus tard, qu'est-ce que je peux faire, et aussi la persévérance. C'est ça. La persévérance tout au long de 6 mois. Il y a des personnes, en fait, qui se donnent des objectifs, mais qui n'ont pas vraiment cette persévérance, cette détermination. Puis des fois, justement, en 8 mois, tu as eu quoi? 2-3 opportunités, c'est vraiment pas beaucoup pour le travail que tu as fait, c'est très décourageant. Que tu as envoyé, mais vous qui nous écoutez, moi je vous encourage, je crois que Raïs aussi vous encourage à persévérer et ne pas lâcher. Il peut y avoir des fermetures de portes, mais quand le moment est bon, vous allez avoir 3 CV, des opportunités et vraiment ne lâchez pas. C'est ça. Je ne sais pas si je pourrais augmenter quelque chose aussi. J'avais un ami qui aimait répéter une phrase, je trouvais ça très drôle. Il disait « Quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre ». Et c'était la même chose aussi. Quand j'ai appliqué pour certains emplois, par exemple l'emploi de Québec, là, je me disais le plus important, c'est que tu sois à l'intérieur. Et c'était un emploi qui, même si ça ne cadrait pas directement avec mes aspirations, ça permettait de commencer déjà à travailler pour la Ville de Québec. Donc, je me suis dit... Je suis qualifié pour ça. C'est un emploi ça ressemblait à un centre d'appel, mais c'était pour répondre aux questions de la ville. Je me suis dit, je peux commencer par ça. Et une fois que je suis à l'intérieur, voir les offres d'emploi qui sont à l'intérieur, parce que ça, c'est quelque chose que ça m'a pris des années avant de comprendre, que quand tu vois une offre d'emploi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont fait le tour de tout le monde à l'intérieur pour voir si quelqu'un veut prendre ce poste-là. Personne n'a été disponible. Là, alors, il l'affiche à l'extérieur. Et en comprenant cette dynamique-là, je me suis dit, une fois que tu as un pied dans la porte, une fois que tu es à l'intérieur, même si tu es rentré comme balayeur ou genre comme personne d'entretien ou gardien et tout ça, là, tu commence à avoir le privilège d'être dans la boîte et d'avoir les informations internes. Et ça permet que tu peux avoir des chances qu'avant, tu n'aurais pas eu. Et c'est drôle à dire, mais je n'avais pas compris ça pendant toutes ces années. Pourtant, avant de m'installer à Sherbrooke, j'ai vécu un peu à Calgary, dans l'Ouest. Et j'avais un ami d'origine congolaise qui avait fait ses études au Nouveau-Brunswick pour être ingénieur. Et il travaillait comme manœuvre de chantier avec moi, là, qui avait fait comme aucune étude d'ingénieur, puis que je travaillais juste comme un simple manœuvre de construction. Et il a travaillé avec moi pendant 1 an. Et un jour, ils ont dit « on cherche comme un ingénieur ou un designer pour telle affaire ». Il a appliqué. Ils ont dit « Ah, on ne savait pas que tu avais ces diplômes-là ». Et il a commencé à travailler comme ingénieur. Puis ça faisait vraiment plaisir de le voir parce que dans le monde de la construction, là-bas, la façon dont ça marchait, c'est que les chapeaux jaunes, c'était comme les gens qui travaillaient sur le terrain. Puis les chapeaux blancs, c'était les ingénieurs. Et de le voir, lui, avec qui on avait commencé avec un chapeau jaune, parfois on disait, ah, tu sais, c'est décourageant, tu étudies, puis après ça. Et de le voir passer avec son chapeau blanc, là, ça faisait comme une fierté, là. On se dit comme, ah, ça, c'est bien, là. Mais, c'est ça, comme je dis, parfois, ça te prend des années avant de comprendre. J'avais pas encore intégré cette notion-là que parfois, ce qu'il faut, c'est être au bon endroit au bon moment. Et ça prend d'être déjà à l'intérieur de la boîte. C'est ça. Et pour ça, je crois qu'il faut être humble parce qu'il y a des personnes qui veulent tout de suite commencer Exactement, ici. c'est ça. Mais on y va des petits pas par petits pas. C'est ça. Et une fois que tu es rentré, c'est comme à l'université, si tu veux aller dans un grand programme, des fois, tu peux juste rentrer dans un petit programme. C'est ça. Et une fois que tu es là, tu fais juste changer de programme. Donc,
Soyons humbles, on peut commencer petit, mais on garde toujours la vision, justement, de notre objectif, je crois. Exactement. Oui. Mais moi, j'ai une autre question pour toi aujourd'hui, Raïs, avec le parcours que tu as eu donc, pour devenir conseiller municipal. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des personnes qui ont des objectifs à atteindre, mais qui se laissent limiter peut-être par leurs différences? Parce que oui, tu es Congolais, tu es un immigrant ici, tu es quand même différent. Il y a des personnes qui peuvent se laisser bloquer, que ce soit par leurs différences physiques ou, je ne sais pas, développement, peu importe, ou incapacité, peu importe, des choses qui font en sorte qu'ils sont différents, qui se laissent limiter, disent ah, ben peut-être que j'ai pas les mêmes, les mêmes capacités ou les mêmes opportunités, mais toi ça t'a pas bloqué, peu importe. Donc ben, c'est vrai, ça m'a pas bloqué, mais ça, je sais pas si je peux dire si c'est parce que je suis têtu ou que parfois parce que parfois nos forces, ça représente aussi nos faiblesses. Et dans ce sens-là, que d'un côté, ma persévérance a souvent été comme ma force. Oui. Mais il y a des moments là où ça a été ma faiblesse, dans le genre, si j'avais pas le jugement de voir que je m'entête dans une direction à essayer une méthode qui marche pas, là, et je me dis, ça va marcher un jour. C'est ça, je sais pas, le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, c'est comme d'essayer. Essayer, mais surtout comprendre comment ça marche, comprendre la machine, comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'une chose fonctionne, une chose fonctionne pas. Et souvent, juste poser des questions. Oui. Moi, je me rappelle quand j'ai décidé de me lancer en 2016, parce que je savais que l'année suivante, il y avait les élections, je posais la question aux gens, je disais « Ah, tu connais un conseil municipal et tout ça ?» Fait que j'ai commencé d'abord à demander « C'est quoi le travail? Comment ça marche? » Me renseigner et tout. Et après ça, comme on dit, mobiliser un peu son réseau, demander de l'aide, demander donc, partager vraiment sa passion. Oui. C'est ça qui fait une différence, c'est le fait que tu parles à tes amis et tu dis « Ah, moi, mon projet, c'est de faire ça. » Il y en a qui vont dire « Ah, ça ne marchera pas. » Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai dit à un groupe d'amis, là, j'ai dit « Je pense me présenter aux élections. » Il y en a un qui m'a dit « Est-ce que tu penses que si tu changes de nom, peut-être tu auras plus de chance? » Et là, je me suis dit, peut-être, je ne sais pas, je vais essayer. Mais après ça, je me dis, c'est sûr que si je réfléchis comme ça ne marche pas. Et j'avais soumis la question à un monsieur un peu plus vieux qui m'a dit, écoute, ça ne sert à rien que tu changes de nom parce que de toute façon, la personne qui ne voterait pas pour toi parce que tu as ton nom, elle ne va pas plus voter pour toi si tu changes de nom. Fait qu'il faut que tu restes authentique. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment appris. C'est qu'en politique, la meilleure chose que tu peux amener, en fait, pas juste en politique, mais dans le travail, dans la vie, c'est d'être authentique. C'est de savoir tes limites, de savoir tes forces, de mettre de l'avant tes forces, là, et de savoir quand dire, écoute, ça, c'est pas mon côté fort, je peux essayer de le travailler, là, mais moi, ce que j'apporte, c'est cette force-là. Donc, c'est comme le conseil que je pourrais donner. Mais je crois que c'est un bon conseil, surtout pour bien finir ces vidéos-là, de pouvoir donc être soi-même, d'être authentique et d'essayer. Donc, mais moi, je suis vraiment contente, Raïs, que tu aies pu merci de m'avoir invité. Parcours, même si le temps était un peu limité. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on a pu quand même en retenir quelque chose de bien bénéfique. Je ne sais pas si tu avais un petit mot au public avant de finir, portant sur la foi. Beaucoup de gens pensent que la foi, ça signifie avoir la certitude. Alors que ce que j'aime bien quand on étudie dans certains groupes de prière ou certains même groupes d'échange spirituels sur la foi, on se rend compte que la foi est basée sur le doute. La foi, c'est de dire, j'ai un doute, j'ai pas de certitude, mais j'y vais quand même. Je ne vois rien. Je ne vois rien, mais j'y vais, je tente. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font cette confusion-là. Ils se disent, avoir la foi, c'est ne pas douter, être sûr, être catégorique et foncer. Et
Et c'est là où, comme malheureusement, ça limite beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas la foi, je doute, je sais pas si je vais y arriver, donc je préfère ne pas prendre de risque tant que j'ai pas la certitude. Mais c'est deux choses différentes. Et la raison pour laquelle on parle de foi, la raison pour laquelle on dit qu'il faut la foi comme soulève des montagnes et tout, c'est que la personne, quand elle en commence une nouvelle grande aventure, elle immigre. Elle a son premier enfant, elle se lance dans une nouvelle entreprise et tout ça. Elle a la foi, c'est de dire, je ne sais pas encore, j'ai pas encore toutes les réponses, mais je vais donner mon 100% là, et prier Dieu pour qu'il m'éclaire et me guide dans ce cheminement-là. Oui. Donc, je vais rester ouvert à entendre aussi bien l'intervention divine à travers la bouche de bonnes personnes que de bonnes interventions et tout ça, mais je vais me lancer pareil. Fait que ça serait plus ça le message que j'ai, c'est de savoir que avoir la foi, c'est avoir l'espoir que ça marche, mettre tout en œuvre, là, y aller intelligemment, mais ne pas attendre d'avoir la certitude à 100% que ça va marcher. Tu t'essayes, tu te donnes à 100%. Si ça ne marche pas, tu as la paix dans ton cœur parce que tu te dis, j'ai tout donné, il n'y a rien que j'aurais pu faire que j'ai pas fait donc, et ça n'a pas marché. Et tu te dis, ah, moi je suis content de cette expérience-là. Ça n'a pas marché, mais j'ai beaucoup appris. Et si ça marche, tu te dis, ah, j'ai tout donné, mais j'ai appris aussi. Là. Donc, à partir de là, comment est-ce que je continue après? C'est ça. Mais écoute, je crois que c'est vraiment un bon conseil pour pouvoir se laisser, donc donner votre 100%. Et encore une fois, merci beaucoup, Raïs. Merci beaucoup, Milka. Je t'invite, oui, merci. Je vous invite à pouvoir donc laisser en commentaire si vous avez aussi un parcours par rapport à la foi que vous aimeriez nous partager et de pouvoir aussi justement envoyer cette vidéo-là à une personne que vous savez ça peut encourager ou motiver, ou même vous-même, ça vous a motivé, on aimerait le savoir. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis merci beaucoup et puis à la prochaine. Au revoir. Bye bye.